Alors, pour montrer la persistance d'une industrie rurale et diffuse tout en observant l'affirmation de pôles industriels majeurs, je vous invite à regarder la carte 2, page 114 de votre manuel. Et pour comprendre cette carte, il est important évidemment de regarder sa légende qui vous indique un certain nombre d'informations, hein, notamment des régions d'industrie textile diffuses qui côtoient des pôles textiles majeurs. Alors les pôles textiles majeurs, vous voyez, ils sont entre Paris et la Normandie, hein, entre Le Havre, Rouen, vous avez un pôle textile majeur, vous en avez un aussi également au nord de Paris, vous en avez un autour de Lille, un au sud de l'Alsace, au sud de Strasbourg, et un autour de Lyon. Et puis vous avez des régions d'industrie textile diffuses, donc ça va être toute l'Auvergne, hein, entre Saint-Étienne, Lyon. Vous avez à l'ouest de Poitiers, vous avez autour de Toulouse, vous avez autour de Troyes. Donc on voit, hein, que se côtoient encore ces deux systèmes. Donc le système domestique qui côtoie le système industriel. On voit également d'autres secteurs industriels, hein, notamment le secteur minier, qui est surtout concentré dans le nord autour de Lille, hein. Vous savez, les fameux terrils, les fameux corons, hein, vous savez, au nord, c'était les corons, Lens, Lille. De même, vous voyez pas mal de mines autour, au sud et au nord du Massif central, hein, Carmaux, Alès, le Creusot, au nord de Clermont-Ferrand également. On voit la présence de pôles sidérurgiques majeurs qui sont souvent aussi à proximité des mines, hein, parce que dans les mines, on extrait du charbon et pour faire de la sidérurgie, c'est-à-dire pour fabriquer de l'acier, on a besoin de charbon pour les fours au fourneau. Et donc, ces pôles sidérurgiques majeurs, vous les voyez localisés surtout autour du Massif central, donc à proximité des mines, mais aussi en Lorraine et dans le nord de la France. L'industrie chimique, vous la trouvez surtout autour de Lyon, dans la vallée du Rhône. Vous la trouvez également à proximité de la Suisse, donc la frontière est de la France, dans le sud de l'Alsace et autour de Paris et au nord de Paris. Et puis ben, le pôle industriel majeur français, il est localisé autour de Paris. La dernière information qu'on vous fournit, c'est le réseau ferré en 1860. Pourquoi, à votre avis? Suspense. Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Eh bien pourquoi? Bah, tout simplement parce que le développement du réseau ferré va permettre de transporter les produits industriels finis, par exemple l'acier, ou d'amener justement les matières premières comme le charbon vers les hauts fourneaux pour fabriquer l'acier. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette carte fait apparaître des déséquilibres dans la répartition des activités industrielles en France. Où est-ce qu'elles sont localisées? Bah, elles sont localisées surtout euh, autour du Massif central, dans le nord de la France, autour de Lille, à l'est, en Lorraine et dans la région de Strasbourg, et puis bien évidemment autour de Paris. Au passage, j'avais oublié de vous dire, il y a aussi côtoyant les pôles sidérurgiques majeurs, il y a l'industrie sidérurgique traditionnelle qui s'efface progressivement, qui elle était plutôt localisée dans le centre et dans l'ouest. Donc vous voyez que de la même façon qu'il y avait les deux secteurs textiles qui se côtoyaient, le traditionnel et le moderne, eh bien il y avait le secteur industriel sidérurgique pardon, traditionnel qui est en train de disparaître au profit du secteur sidérurgique majeur. Donc, ce qui est intéressant quand on observe cette carte, c'est de voir en fait que les activités industrielles en France sont surtout réparties dans le nord et dans l'est, également autour de Lyon et de Paris, qui sont les grands pôles industriels en France, alors que toute la façade atlantique, j'ai envie de vous dire pratiquement de la Normandie, quoi, du Cotentin en passant par la Bretagne, en descendant jusqu'au Pays Basque, vous voyez qu'il y a très peu d'activités industrielles, de même que sur tout le pourtour méditerranéen, au sud d'Alès, de Perpignan en passant par Montpellier, Marseille jusqu'à Nice, le secteur industriel est sous-développé. Donc il y a vraiment un déséquilibre dans la répartition des activités industrielles en France. Alors, la conjoncture économique sous le Troisième Empire est favorable en Europe au développement industriel, hein. L'économie va mieux. Rappelez-vous que avant 1848, l'économie était en difficulté. C'est un des facteurs qui a entraîné la chute aussi de Louis-Philippe d'Orléans. Mais avec l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte, hein, à partir de 1851, du moins
on va dire à partir de l'arrivée au pouvoir de Napoléon III, parce que Louis-Napoléon Bonaparte, vous le savez, est arrivé au pouvoir en 48, on va dire qu'à partir du début des années 50, la situation économique va petit à petit s'améliorer, le contexte va être favorable, notamment au développement industriel, et on va voir qu'il y a un acteur clé qui va jouer un rôle majeur dans la modernisation, et cet acteur, c'est l'État. Donc le rôle majeur de l'État dans la modernisation, grand B. Donc Louis-Napoléon Bonaparte, vous savez, il avait fait des traités sur le paupérisme, hein, il s'était soucié, il s'était soucié, oui, du sort des populations pauvres et notamment des populations ouvrières dans son ouvrage L'extinction du paupérisme. Et pour lui, il fallait développer l'activité industrielle pour fournir des emplois aux ouvriers et aux plus pauvres, et qu'ainsi, eh bien, on allait pouvoir éteindre, faire disparaître la pauvreté. Donc, Louis-Napoléon Bonaparte, donc Napoléon III, et son entourage ont une très grande confiance dans le développement économique. Et comme je vous le disais, ils ont une idée que la hausse de la production industrielle, qui est en train de se produire un peu partout en Europe, avec cette transformation économique, cet abandon du système traditionnel qui était peu productif par rapport à un système moderne extrêmement productif à des coûts moins élevés, eh bien, ils étaient convaincus que cette hausse de la production industrielle qui allait entraîner donc une hausse du recrutement allait finalement améliorer le sort des classes populaires. Alors justement, pour illustrer cette très grande confiance de Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III dans le libéralisme économique, euh, vous savez, ce courant qu'on avait déjà étudié, hein, défendu par notamment Benjamin Constant, qui prenait également le libéralisme politique, eh bien, vous allez devoir répondre à deux questions sur le texte pour la prochaine séance. La première étant, quelles sont les priorités mises en avant par l'empereur dans le développement économique du pays? Et dans un deuxième temps, à partir du texte, de définir ce qu'est le libre-échange et le libéralisme économique. Donc, comme je dis, la deuxième question, vous avez déjà des éléments de réponse, hein, dans les cours précédents ou dans votre culture générale. Mais là, j'aimerais que vous appuyiez sur le texte, un peu comme si on faisait une analyse de document. Donc, vous me preniez des éléments du texte pour définir exactement ce que c'est le libre-échange et le libéralisme économique. Faites attention, ce n'est pas exactement la même chose, même si on les associe souvent et qu'on les confond souvent, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, j'aimerais deux définitions, hein, de ce qu'est libre-échange et libéralisme économique. Donc, ce qui est important, c'est de voir le contexte, hein, de la signature de cette lettre. C'est que quelques jours après cette lettre, le 23 janvier 1860, Napoléon III a signé un traité de libre-échange avec le Royaume-Uni, le traité Cobden-Chevalier. Donc un traité de libre-échange, hein, ça doit vous parler dans le sens où justement ce libre-échange concernant l'Angleterre était une des possibilités qu'offrait la participation à l'Union européenne. Et justement, le fait de ne plus faire partie de l'Union européenne met quelques freins au libre-échange et pose des problèmes, par exemple, aujourd'hui, aux pêcheurs anglais. Donc, ça me permet de faire un petit lien avec l'actualité. Et donc, moi, je vous demande de faire ce travail pour la séance prochaine. Et donc, dans la séance prochaine, nous corrigerons cette activité. Nous poursuivrons la partie sur le rôle majeur de l'État dans la modernisation. Puis, nous nous intéresserons à une nouvelle génération d'entrepreneurs. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve jeudi ou vendredi, ça dépend des classes de première. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, gardez le moral, ne déprimez pas. Plus que 2 ou 3 ans et on en a fini avec le Covid. Rassurez-vous, ça va venir très vite. Allez, au revoir.